Lecture audio du conte Tante Mal-dedans de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. D'où nous tenons cette histoire? Vous voulez le savoir? Nous la tenons du petit tonneau, celui qui contient beaucoup de vieux papiers. Maint livre précieux a fini chez le charcutier et l'épicier, non comme lecture, mais comme article de nécessité. Il faut du papier dans l'épicerie pour l'amidon et les grains de café, pour envelopper le hareng salé, le beurre et le fromage. Les papiers manuscrits peuvent servir aussi. Souvent va dans le tonneau ce qui ne devrait pas y aller. Je connais un garçon épicier, fils d'un charcutier. Il est monté de l'échoppe en sous-sol à la boutique en rez-de-chaussée. L'homme a beaucoup de lectures d'épicier, tant écrites qu'imprimées. Il a une collection intéressante et qui comprend divers documents importants provenant de la corbeille à papier de quelques fonctionnaires distraits et affairés. Une lettre intime d'une amie à son ami, des renseignements sur un scandale qui ne devrait pas circuler ni être mentionné par personne. Il est un vivant établissement de sauvetage pour une partie non négligeable de la littérature. L'établissement est grand, avec les boutiques de ses parents et de son patron, et il y a sauvé maint livre, ou les pages d'un livre qui aurait bien mérité d'être lu 2 fois. Il m'a montré sa collection de papiers, écrits et imprimés. La plupart venaient de chez le charcutier. Il y avait là quelques feuilles d'un assez grand cahier. La belle écriture bien lisible attira tout de suite mon attention. « C'est l'étudiant qui a écrit ça, dit-il. L'étudiant qui habitait là en face et qui est mort il y a 1 mois. Il a beaucoup souffert du mal-dedans, on le voit. C'est très amusant à lire. Il ne reste qu'une petite partie du manuscrit. Il y avait tout un cahier et un peu plus. Mes parents ont donné pour ça une demi-livre de savon noir à l'hôtesse de l'étudiant. Voici ce que j'en ai gardé. Je l'empruntai et le lus, et maintenant je le publie. Il était intitulé « Tante Mal-dedans ». 1. Tante me donnait des bonbons quand j'étais petit. Mes dents le supportèrent. Elles ne se gâtèrent pas. Maintenant je suis plus âgé, je suis étudiant. Elle me gâte encore avec des sucreries et dit que je suis poète. J'ai en moi un peu du poète, mais pas assez. Souvent, quand je vais par les rues de la ville, je crois marcher dans une grande bibliothèque. Les maisons en sont les corps, chaque étage a un rayon de livres. Il y a là une histoire de tous les jours, une bonne vieille comédie, des ouvrages scientifiques de toutes sortes, de la littérature obscène et de bonne lecture. Je peux rêver et philosopher sur toute cette librairie. Il y a en moi un peu du poète, mais pas assez. Beaucoup de gens en ont sûrement autant que moi, et ne portent pourtant pas sur un écriteau ou un collier le nom de poète. Eux et moi avons reçu un don de Dieu, un bienfait, suffisant pour nous-mêmes, mais trop petit pour être distribué à d'autres. Il vient comme un rayon de soleil, remplit l'âme et la pensée. Il vient comme un parfum de fleurs, comme une mélodie familière. Mais d'où est-elle? On ne se le rappelle pas. L'autre soir, j'étais dans ma chambre, j'avais envie de lire, mais je n'avais ni livre ni journal. À ce moment tomba du tilleul une feuille fraîche et verte que le vent m'apporta par la fenêtre. Je considérais les nombreuses nervures ramifiées. Un petit insecte se promenait sur elle, comme s'il voulait se livrer à une étude approfondie de la feuille. Je réfléchis à la science humaine. Nous rampons aussi sur la feuille. Ne connaissons qu'elle, et nous faisons aussitôt un cours sur le grand arbre tout entier, racines, troncs et cimes. Le grand arbre, Dieu, le monde et l'immortalité, et nous ne connaissons de tout cela qu'une petite feuille. Comme j'étais assis là, je reçus la visite de tante Mille. Je lui montrai la feuille à l'insecte, lui dis mes réflexions, et les yeux de tante brillèrent. « Tu es poète, dit-elle, peut-être le plus grand que nous ayons. Si je pouvais voir ça, je descendrais volontiers dans ma tombe. Toujours, depuis l'enterrement du brasseur Rasmussen, tu m'as étonné par ta puissante imagination. » Ainsi dit tante Mille, et elle m'embrassa. Qui était tante Mille et qui était le brasseur Rasmussen? 2. Étant enfant, nous appelions tante la tante de ma mère. Nous n'avions pas d'autre nom pour elle. Elle nous donnait de la confiture et du sucre.
Mais elle était faible avec les gentils enfants, disait-elle. C'était cruel de leur refuser un peu de sucreries qu'ils aiment tant. Et c'est pourquoi nous aimions tant la tante. Elle était vieille demoiselle, du plus loin qu'il me souvienne, toujours vieille. Son âge était invariable. Autrefois elle souffrait beaucoup, et en parlait toujours. C'est pourquoi son ami, le brasseur Rasmussen, faisait de l'esprit et l'appelait tante Mal-dedans. Il ne brassait pas dans les dernières années, vivait de ses rentes, venait souvent chez tante. Il était plus âgé qu'elle, il n'avait pas de dents du tout, seulement quelques chicots noirs. Étant petit, disait-il à nous autres enfants, il avait mangé trop de sucre, et c'était ainsi qu'on finissait par être comme il était. Tante n'avait sûrement jamais mangé de sucre en son enfance. Elle avait les plus jolies dents blanches. Il est vrai qu'elle les ménageait, ne dormait pas avec, la nuit, disait le brasseur Rasmussen. Nous, les enfants, savions bien que c'était de la méchanceté, et la tante disait que cela ne voulait rien dire. Un matin, à déjeuner, tante raconta un rêve qu'elle avait eu la nuit. Elle avait rêvé qu'une de ses dents était tombée. Cela signifie, dit-elle, que je perdrais un véritable ami ou une véritable amie. Était-ce une fausse dent? Dit le brasseur en souriant. Alors cela signifie seulement que vous perdrez un faux ami. Vous êtes un vieux malpoli, dit tante en colère, comme je ne l'avais jamais vu, ni auparavant, ni depuis. Plus tard, elle dit que ce n'était qu'une taquinerie de son vieil ami, qui était l'homme le plus loyal de la terre. Lorsqu'il mourrait, il deviendrait un ange de Dieu au ciel. Je réfléchis beaucoup à cette transformation, me demandant si je serais capable de le reconnaître sous cette nouvelle forme. Lorsque tante était jeune, il avait demandé sa main. Elle avait tergiversé trop longtemps, attendu trop longtemps, et elle était restée vieille demoiselle, mais toujours amie fidèle. Et le brasseur Rasmussen mourut. Il fut conduit à sa tombe dans le corbillard le plus coûteux, suivi d'une foule nombreuse de gens décorés et en uniforme. Tante se tenait à la fenêtre, vêtue de deuil, avec nous tous, enfants, sauf le petit frère que la cigogne avait apporté une semaine avant. Puis le corbillard et la foule disparurent. La rue resta vide. Tante voulait s'en aller, mais je ne le voulais pas. Je voulais voir l'ange, car le brasseur Rasmussen était devenu un petit enfant ailé de Dieu et devait apparaître. Tante, dis-je, ne crois-tu pas qu'il va venir maintenant? Ou que, lorsque la cigogne nous apportera encore un petit frère, elle nous amènera l'ange Rasmussen? Tante fut éblouie de mon imagination et dit « Cet enfant sera un grand poète. » Elle le répéta quand je fus écolier, même après ma confirmation, et le dit encore, maintenant que je suis étudiant. Elle est pour moi l'amie la plus compatissante, tant dans le mal de poésie que dans le mal de dents, car j'ai des crises de l'un et l'autre. Tu n'as qu'à écrire toutes tes pensées, disait-elle, et à les mettre dans ton tiroir. Ainsi faisait Jean-Paul. Il est devenu un grand poète, que je n'aime pas, je dois dire. Il n'est pas excitant. Il faut que tu sois excitant, et tu le seras. La nuit qui suivit ce discours, je fus dans mon lit, tourmenté du désir de devenir le grand poète que tante pressentait en moi. J'étais en mal de poésie, mais il est pire souffrance, le mal de dents. Il m'écrasait et me broyait. Je devins un ver qui se tortillait avec cachet et tant aride. Je connais ça, dit tante. Un sourire de tristesse jouait sur ses lèvres. Ses dents éclataient de blancheur. Mais il faut que je commence un nouveau chapitre de mon histoire et de celle de tante. 3. J'étais venu m'installer dans un nouvel appartement où j'habitais depuis un mois. J'en parlais avec tante. Je suis dans une famille tranquille. Elle ne pense pas à moi, même si je sonne 3 fois. C'est d'ailleurs une maison turbulente, où le vent et les gens font un vacarme continu. Je demeure juste au-dessus du portail. Toute voiture qui entre ou sort fait remuer les tableaux qui sont sur le mur. Le portail claque, et la maison est ébranlée comme par un tremblement de terre. Quand je suis dans mon lit, je ressens les coups dans tous les membres, mais il paraît que cela fortifie les nerfs. Quand le vent souffle, et il souffle toujours en ce pays, les longs crampons des volets, dehors, bringue-balles et frappent le mur. La sonnette de la porte cochère du voisin, sur la cour, sonne à chaque coup de vent. Les habitants de la maison rentrent par groupes,
tard dans la soirée, en pleine nuit. Le locataire juste au-dessus de moi, qui dans la journée donne des leçons de trombone, rentre plus tard que tout le monde et ne se couche pas avant d'avoir fait une petite promenade nocturne à pas lourds, avec des souliers à clous. Il n'y a pas de double fenêtre, mais il y a un carreau cassé, sur lequel l'hôtesse a collé du papier. Le vent souffle quand même à travers la fente et bourdonne comme un thon. C'est une musique endormante. Lorsque je m'endors enfin, je suis bientôt réveillé par le chant du coq. Poules et coqs annoncent, de la soupente poulailler de l'échoppe en sous-sol, que le matin va venir. Les petits poneys n'ont pas d'écurie. Ils sont à la corde dans le trou au sable sous l'escalier et lancent des ruades contre la porte pour se donner du mouvement. Le jour point, le portier qui, avec sa famille, dort au grenier, descend l'escalier en trombe. Ses sabots claquent. La maison claque, la maison tremble, et quand elle se calme, le locataire du dessus commence ses exercices de gymnastique, soulève dans chaque main une lourde boule de fer qu'il ne peut y garder. Elle tombe et rebondit, tandis qu'en même temps la jeunesse de la maison, pour aller à l'école, se précipite en criant. Je vais à la fenêtre, je l'ouvre pour avoir de l'air frais, et c'est un réconfort, quand je peux en avoir, et que la fille du corps de logis au fond de la cour ne lave pas des camps dans la benzine, c'est son métier. C'est d'ailleurs une bonne maison, et j'habite chez une famille tranquille. C'est ainsi que je rendis compte à la tante de mon appartement. Je le fis d'une manière plus vivante, les paroles prononcées ayant plus de fraîcheur que les mots écrits. Tu es un poète, s'écria tante. Tu n'as qu'à écrire ce que tu as dit. Ce sera aussi bon que du Dickens. Oui, tu m'intéresses beaucoup plus maintenant. Tu peins quand tu parles. Tu décris ta maison de sorte qu'on la voit. On en a le frisson. Continue. Introduis là-dedans des êtres vivants, des gens, malheureux de préférence. Je décrivis en effet la maison, avec ses bruits et ses défauts, mais seulement avec moi-même, sans action. Cela est venu plus tard. 4. C'était en hiver, tard dans la soirée, après la représentation par un temps affreux, une tempête de neige à ne pouvoir presque avancer. Tante était allée au théâtre, et je la ramenais chez elle, mais on avait peine à marcher seul, plus encore à escorter quelqu'un. Les voitures de louage étaient toutes retenues. Tante habitait loin de la ville. Mon logement, au contraire, était tout près du théâtre. S'il n'en avait pas été ainsi, nous aurions dû rester dans une guérite en attendant. Nous cheminions péniblement dans la neige épaisse, fouettés par les flocons tourbillonnants. Je soutenais tante, je la poussais en avant. Nous ne sommes tombés que 2 fois, mais nous sommes tombés en douceur. Nous atteignîmes la porte de ma maison, où nous nous secouâmes, et il resta pourtant sur nous assez de neige pour en couvrir le parquet de l'antichambre. On ôta manteaux et vêtements de dessous, et tout ce qu'on pouvait enlever. L'hôtesse prêta à tante des bas secs et un bonnet du matin. C'était nécessaire, disait-elle. Elle ajouta, ce qui était vrai, qu'il était impossible à tante de rentrer chez elle dans la nuit, et lui offrit son salon, où elle ferait un lit sur le canapé placé devant la chambre, toujours fermé à clé, qui communiquait avec ma chambre. Ce qui fut fait. Le feu brûlait dans mon poêle. La bouilloire à thé fut posée sur la table. On se sentait bien dans la petite chambre, mais moins bien que chez tante, où il y a en hiver d'épaisses tentures devant la porte, d'épaisses tentures aux fenêtres, double tapis par terre avec 3 couches d'épais papier dessous. On y est comme une bouteille d'air chaud bien bouchée. Mais enfin, on était bien, chez moi aussi. Le vent soufflait au dehors. Tante parlait et racontait. Le temps de la jeunesse revint, le brasseur, les vieux souvenirs. Elle se rappela ma première dent et la joie de la famille. La première dent, la dent de l'innocence, brillante comme une petite goutte de lait, dent de lait. Il en vint une, il en vint plusieurs, comme une rangée, côte à côte, en haut et en bas, les plus jolies quenottes d'enfants, simples troupes d'avant-garde, pourtant, non les vraies, qui devraient durer toute la vie. Celles-là aussi vinrent, et puis les dents de sagesse, Sérophile de la rangée, nées dans la douleur et à grand-peine. Et puis elles s'en vont toutes. Elles s'en vont avant que leur temps de service soit écoulé. Même la dernière dent s'en va. Et ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de tristesse. Et alors on est vieux, même si l'on est jeune de caractère. Des idées et des propos pareils
ne sont pas plaisants. Et pourtant nous parlâmes de tout cela. Nous revenions aux années de l'enfance. Nous parlions toujours. Il fut minuit avant que tante allât se coucher dans la pièce à côté. Bonne nuit, mon cher enfant, s'écria-t-elle. Je vais dormir comme dans ma propre couette. Et elle alla se reposer. Mais il n'y eut de repos ni dans la maison, ni au dehors. L'orage secouait les fenêtres, agitait les longs crampons de fer brinque-ballant, faisait sonner la sonnette à la porte du voisin au fond de la cour. Le locataire du dessus était rentré. Il fit encore une petite promenade nocturne, il jeta ses souliers à la volée, puis se mit au lit et s'endormit. Mais il ronfle si fort qu'avec de bonnes oreilles, on l'entend à travers le plafond. Je ne trouvais pas le repos, je ne pus me calmer. Le temps ne s'apaisa pas non plus. Il était affreusement agité. Le vent grondait et chantait à sa façon. Mes dents aussi se mirent à s'agacer. Elles grondaient et chantaient à leur façon. Elles annonçaient un grand mal de dents. Un courant d'air venant de la fenêtre écarta le rideau. La lune éclaira le plancher. La lumière allait et venait, selon que les nuages allaient et venaient dans la tempête. Il y avait un mouvement d'ombre et de lumière, mais l'ombre sur le plancher finit par prendre forme. Je regardais cette forme mobile et sentis un souffle glacial. Par terre était assise une figure longue et mince, telle qu'un enfant peut en dessiner sur l'ardoise pour représenter une personne. Un seul trait mince constitue le corps, 2 traits font les bras, les jambes sont aussi faites d'un trait, la tête est un polygone. Cette figure se précisa bientôt. Elle avait une sorte de robe, très mince, élégante. Cela montrait qu'elle était du sexe féminin. J'entendis un bourdonnement. Venait-il d'elle ou du vent qui faisait un bruit de thon dans la fente du carreau? Non, cela venait d'elle. Madame Maldedans. Son horreur Satania infernalice. Dieu nous garde de sa visite. Il fait bon ici, bourdonnait-elle. C'est un bon endroit. Sol humide, sol de marais. Les moustiques ont bourdonné ici avec du poison dans leur dard. Maintenant j'ai le dard. Il faut le piquer dans les dents d'homme. Elle brille très blanche chez celui qui est là dans le lit. Elles ont défié sucre et acide, chaud et froid, coquilles de noix et noyaux de prumes. Mais je les ébranlerai, je les percerai, j'enverrai un vent coulis dans leurs racines, je leur donnerai froid aux pieds. C'était un affreux discours, un hôte affreux. Eh bien, tu es donc poète, disait-elle. Eh bien, je te chanterai dans tous les rythmes de la souffrance. Je t'introduirai fer et acier dans le corps. Je mettrai du fil dans tous les filets nerveux. Je sentis comme une pointe brûlante pénétrer dans mon maxillaire. Je me tordais et me retournais. Crise de dents superbe, dit-elle. On croirait jouer de l'orgue. Concert de guimbarde magnifique, avec timbales et trompettes, flûte piccolo, trombone dans la dent de sagesse, grand poète, grande musique. Oh, elle jouait, et elle avait l'air effrayant, même quand on ne voyait d'elle que la main gris d'ombre, glaciale, avec ses longs doigts minces comme des haleines, dont chacun était un instrument de torture. Pouce et index avaient pince et vis, le médium se terminait en pointe acérée, l'annulaire était vrille, et le petit doigt seringue à poison de moustique. Je t'apprendrai les rythmes des vers, dit-elle. Un grand poète doit avoir de grands mots dedans, un petit poète de petits mots dedans. Oh, que je suis petit, suppliai-je, que je ne sois pas du tout, que je ne sois pas poète. J'ai seulement des crises de poésie, comme des crises de dents. Allez-vous-en, allez-vous-en. Eh bien, reconnais-tu que je suis plus puissante que la poésie, la philosophie, les mathématiques et toute la musique? Dit-elle. Plus puissante que toutes ces aspirations figurées dans la peinture et sculptées dans le marbre. Je suis plus ancienne qu'elles toutes. Je suis née tout près du jardin du paradis, dehors, où soufflait le vent, où poussaient les champignons humides. J'ai appris à Ève à se vêtir par temps froid, à Adam aussi. Tu peux croire qu'il y avait de la force dans les premiers mots dedans. Je crois tout, dis-je. Allez-vous-en, allez-vous-en. Bon, si tu veux renoncer à être poète, ne jamais écrire de vers sur papier, ardoise ni rien qui s'y prête, je vais te lâcher, mais je reviendrai si tu écris des vers. Je le jure, dis-je,
que jamais je ne te revoie ni ne sente ta présence. Tu me verras, mais sous un aspect plus replet que n'est à présent le mien. Tu me verras en tante Mille, et je te dirai, sois poète, mon cher enfant. Tu es un grand poète, peut-être le plus grand que nous ayons. Mais si tu me crois, et si tu te mets à écrire, je composerai sur tes vers de la musique, et je la jouerai sur ta guimbarde. Cher enfant, pense à moi quand tu verras tante Mille. Et elle disparut. J'éprouvais à son départ comme une piqûre de pointe portée au rouge dans le maxillaire. Mais la douleur se calma vite. Je crus me sentir glisser doucement à la surface de l'eau. Je vis les blancs nénuphars, avec leurs larges feuilles vertes, se courber, s'enfoncer sous moi, se faner, disparaître, et j'enfonçai avec eux, plongé dans le calme et le repos. Un chant s'éleva dans l'eau. Meurs, fonds comme la neige, évapore-toi dans le nuage, vole comme le nuage. À travers l'eau brillaient jusqu'à moi de grands noms lumineux, inscriptions sur des drapeaux de victoire flottant dans l'air, brevets d'immortalité, écrits sur des ailes d'éphémère. Mon sommeil fut profond, un sommeil sans rêve. Je n'entendis pas le grondement du vent, le claquement de la porte, la sonnette du voisin, ni la lourde gymnastique du locataire. Béatitude! Survint un violent coup de vent qui fit sauter la porte fermée à clé entre tante et moi. Tante bondit, s'habilla, mit ses souliers, vint me trouver. Je dormais comme un ange, dit-elle, et elle n'eut pas le cœur de me réveiller. Je m'éveillai de moi-même, ouvris les yeux. J'avais tout à fait oublié que tante était ici dans la maison, mais aussitôt je me souvins, et me souvins de ma vision du mal-dedans. Rêve et réalité se confondirent. Tu n'as tout de même rien écrit hier soir, après que nous nous sommes dit bonne nuit demanda-t-elle. Que ne l'as-tu fait? Tu es mon poète, et tu le seras. Elle me parut avoir un sourire sournois. Je ne savais si elle était la bonne tante Mille qui m'aimait ou l'être terrible à qui j'avais donné ma promesse dans la nuit. As-tu écrit, cher enfant? Non, non, m'écriai-je. Tu es bien tante Mille? Qui d'autre? dit-elle. Et c'était tante Mille. Elle m'embrassa, monta en voiture et rentra chez elle. Je rédigeai ce qui est ici écrit. Ce n'est pas en vers et ne sera jamais imprimé. Voilà. Ici s'arrêtait le manuscrit. Mon jeune ami, le futur garçon épicier, n'a pu mettre la main sur ce qui manque. Disparu dans le monde, après avoir rempli son office de papier d'emballage pour le hareng salé, le beurre et le savon noir. Le brasseur est mort, la tante est morte, l'étudiant est mort, lui dont les étincelles d'idées sont allées dans le tonneau. C'est la fin de l'histoire. L'histoire de tante Mal-dedans. Fin de la lecture du conte Tante Mal-dedans. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.